On fera un retour sur les caches, comment on peut faire des caches, enfin, les stratégies de caching, qu'est-ce qu'un cache et tout. Et après, on fera des démos. Et puis après, en fonction du temps qui nous reste, on parlera des problématiques de performance et d'autres démos bonus, si vous voulez. Donc, mon contexte professionnel, donc je cherche pas du tout à faire de la publicité pour mon employeur. Par contre, oui, c'est intéressant de savoir, de comprendre certains choix. Donc moi, je suis chez Criteo depuis 6 ans. Je vais profiter, j'ai mis le nouveau logo là qui vient de sortir cette semaine. Donc sur ma fiche de salaire, je sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit screenshot de mon bulletin de paye. Donc mon titre, c'est Senior Site Reliability Engineer. Donc ça veut dire que je fais DBA en production, mais j'aide aussi les développeurs à développer, à mettre en prod. Et en même temps, je développe des outils pour améliorer leur expérience et puis leur productivité. Donc c'est un mélange de DBA et de développeurs. Donc en gros, c'est du DevOps. Donc, Criteo est très connu pour ses activités de reciblage publicitaire. Mais bon, là, depuis quelques temps, ils ont plein de nouveaux produits, donc on n'est pas là pour parler de leur business. On va parler de quelques chiffres liés à notre infra. Donc j'ai mis des chiffres approximatifs, hein, parce que je ne savais pas si j'avais le droit de communiquer les vrais chiffres. Et bon, ce que je sais, c'est que chez Criteo, on a des dizaines de milliers de serveurs physiques. Donc de mémoire, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'on était vers les 43 000 serveurs. Donc on est à 99%, c'est du on-premise. On a pas de cloud ou vraiment très peu, quoi. C'est vraiment très marginal, en tout cas pas en prod. Donc on n'est que sur des serveurs physiques. Et pour la partie DBA, donc on a plusieurs centaines de serveurs SQL Server et MariaDB. Et donc pour SQL Server, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a environ 120 bases de données. Donc ça va de la petite base de données qui est toute seule dans son coin, qui va permettre de gérer de la configuration pour une application. Mais on a aussi des bases de données OLTP qui sont très sollicitées, euh, avec vraiment beaucoup de charges. Et bon, on va voir après comment on a fait pour scaler. Et bon, en gros, ça, c'est une journée moyenne, en fait, hein. J'ai fait un screenshot des stats qu'on a en prod. Euh, donc, sur nos bases, en moyenne, on a entre 400 et 500 000 batch requests secondes. Donc ça, c'est le fond de panier. Les pics qu'on voit à plusieurs millions de batch requests secondes, c'est des rechargements de cache. Donc c'est sûrement qu'il y a eu des releases d'applications ou des rechargements de cache à ces moments-là, quoi. Donc là, c'est une vue qui est agrégée, hein, donc, parce que j'ai pris plusieurs jours. Et si on regarde vraiment en détail, on monte régulièrement au-delà de 2 millions de batch requests secondes, quoi. Donc ça paraît beaucoup. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Mais bon, en fait, si on comparait avec les besoins réels des applications, c'est qu'une infime part. Parce que, en fait, les applications, quand elles ont besoin d'une donnée, elles vont pas forcément se connecter à la base de données. Elles vont, là, justement, dans cette session, on va parler de cache. Donc, les applications, elles vont aller chercher les données en cache et pas forcément de côté base de données. Donc, s'il n'y avait pas de cache, je ne sais pas combien de millions, peut-être de milliards de batch requests secondes on serait, mais bon, je pense qu'il faudrait une infra de malade. Pour tenir cette charge, donc de à peu près 400 000 batch requests secondes minimum, euh, en fait, on a pris l'option du scale-out. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce mot, il y a le scale-up. Donc, par exemple, si mon serveur commence à avoir des problèmes de performance, du coup, j'en prends un plus gros, plus performant. Donc ça, c'est le scale-up. Et le scale-out, c'est pour dire, j'ai besoin de grossir, j'ai besoin de plus de performance, du coup, je vais aligner plus de serveurs. Sauf que pour aligner plus de serveurs euh, de base de données, ça veut dire qu'il faut répliquer la donnée. Et donc nous, on utilise de la réplication transactionnelle. Donc pour une base de données, on peut retrouver genre une centaine d'instances dans le monde entier, quoi. Donc nous, on fait de la réplication transactionnelle en mode pool et, et pas push. C'est-à-dire que c'est les abonnés qui viennent chercher les données dans la distribution. Et même, on a des republishers. Donc, en gros, on a le publisher sur lequel on vient écrire. On a des republishers sur lesquels on a un premier niveau de réplication. Donc, ça permet de distribuer dans les data centers du monde entier.
et ensuite des subscribers qui sont abonnés localement. Donc, donc la première raison, c'est qu'on fait ça pour pouvoir faire du scale-out. La deuxième raison, c'est pour la proximité des données, parce qu'une application qui est en Europe, bah, elle va avoir besoin de lire des données en Europe. Une application en Asie, ce sera en Asie, quoi. Si on doit aller faire des requêtes cross-continent, les performances sont un petit peu coûteuses. Puis il y a une troisième raison aussi, bon, c'est pas trop le sujet de cette session, mais en gros, ça permet de faire des maintenances vraiment super faciles. C'est-à-dire que là, j'ai un serveur à mettre hors de prod, bah, je le sors, je le remplace par un autre. Enfin, voilà, on est capable de gérer plein de choses comme ça. Si vous voulez en rediscuter après de ça, après la session, il n'y a aucun souci. Mais... Donc ça, c'était pour le contexte professionnel. Et maintenant, on va parler du change tracking. Donc le change tracking, c'est une fonctionnalité d'SQL Server. Euh, donc je suis sûr qu'elle est disponible depuis au moins 2016, mais en fait je crois avoir vu qu'elle est disponible depuis 2008. Mais j'ai pas testé, j'avais pas trop envie d'installer une vieille version d'SQL pour vérifier, mais bon, sûr au moins depuis 2016. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est disponible dans toutes les éditions. Donc là tout à l'heure je vais faire des démos, ce sera sur un SQL Express en local. Donc ça fonctionne en standard, en enterprise. Donc c'est une feature qui doit être setup au niveau de la base de données, mais après qui est activée table par table. Donc on peut aller assez finement, pas dans une base de données, peut avoir plusieurs use cases et du coup on n'est pas obligé d'activer pour toute la base de données. Donc ce qui va être fait, c'est que à chaque fois qu'il y a une modification de données, le change tracking va conserver dans les internal tables la PK de la ligne qui a été modifiée. Je prends un exemple. Imaginons que j'ai un site de vente en ligne de thé et je change le prix du Earl Grey de 2 à 3 euros. En fait, le change tracking, il va conserver l'information que dans la table produit, je vais avoir par exemple l'ID 42, donc la PK du Earl Grey. On saura que cet ID-là a été modifié. Mais c'est tout. Il va pouvoir éventuellement stocker des informations comme quelle est la colonne qui a été modifiée, mais en fait, pas beaucoup plus, quoi. Et donc ensuite, on aura à disposition des fonctions TSQL qu'on verra dans la démo, qui vont permettre de récupérer, de collecter quelles sont les lignes qui ont été modifiées, à quelle version on est. Voilà. Ça, on le verra plus en détail dans la démo. Euh, je connaissais pas bien le change tracking et au début, quand j'ai commencé à lire, je confondais avec le change data capture. Ça, je l'avais utilisé dans une entreprise précédente où on faisait de la BI. Et, euh, et donc, en fait, la différence entre le change data capture et le change tracking, c'est que ils vont tous les deux traquer les changements de données. Le change data capture, lui, il va permettre d'avoir l'historique dans ma table. Alors que le change tracking, lui, il va juste dire, eh, telle ligne a été modifiée. Donc le change tracking, il est beaucoup plus léger. Par contre, le change data capture, il est beaucoup plus complet. En fait, ça permet de répondre à deux questions. Si je veux savoir quel est l'historique des modifications de ma table, du coup, en utilisant le Change Data Capture, je vais pouvoir dire, tiens, le prix du thé Earl Grey est passé de 2 euros à 3 euros, puis il est revenu à 2,50 euros. Alors qu'avec le Change Tracking, en fait, on va juste dire, eh, le prix du thé Earl Grey a été modifié. Donc c'est la différence. Euh, Alors, je ne sais plus comment on dit maintenant pour l'OLAP. Je ne sais pas si on dit toujours qu'on fait de la BI ou si c'est de la big data, si c'est toujours un data warehouse ou un data lake. Enfin bref, il y a plein de noms, ça change régulièrement, mais il y a quand même quelque chose qui reste, c'est qu'à un moment donné, en fait, on doit aller chercher des données, souvent dans des bases SQL, et on doit les centraliser quelque part. Donc, ça peut être un data warehouse, ça peut être plein d'autres choses, quoi. Euh, bah, En utilisant le change tracking, ça pourrait être utile d'aller uniquement récupérer les lignes qui ont été modifiées dans une table plutôt que de recharger entièrement toutes les données à chaque fois. Bon, après, à vous de voir si c'est plutôt du change data capture ou du change tracking, mais bon, il faut juste savoir que ça existe. Donc là, on va pas du tout en parler d'OLAP aujourd'hui. On va se concentrer uniquement sur les caches.
Donc j'imagine que tout le monde sait, ou au moins comprend comment une application récupère des données dans une base de données. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des développeurs, donc je vais faire rapidement. En gros, l'application, elle va ouvrir une connexion à la base de données, elle exécute une requête, elle récupère les données, et puis elle ferme sa connexion. Bon, ou même, il y a des applications qui ont des pools de connexion et du coup qui restent ouvertes, mais en gros, on lance une requête et on récupère la donnée. En fait, avec cette solution, si l'application se connecte uniquement à la base de données, à chaque fois qu'un utilisateur va utiliser une application pour afficher une information, l'application va devoir se connecter à la base de données pour exécuter la requête. Mais en fait, selon les use cases, on peut estimer que cette donnée a peu de chances d'avoir été modifiée. Donc potentiellement, on peut réutiliser la même donnée sans aller interroger la base de données. C'est ça un cache en fait. En tout cas, c'est le sens du cache qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a plusieurs types de cache. Ça peut aller du simple objet qui est stocké en mémoire dans l'application jusqu'à des caches distribués qui peuvent être utilisés par des centaines d'occurrences d'une application. Donc, là, on n'est pas sur une session de développement en C# ou en Java. Par contre, on va regarder ce qui se passe côté base de données. Par contre, il faut quand même se poser la question aussi, quand on parle de cache, c'est est-ce qu'on doit tout cacher? Ça, en fait, c'est le use case qui va le définir. Alors, je reprends mon exemple de site de vente en ligne de thé. Par exemple, j'ai une table produit, elle contient le nom du thé, la description, les conseils de préparation, etc. Donc elle évolue pas très souvent. Et puis même si elle évolue, bah, en fait, si je change la description ou dire c'est 3 minutes au lieu de 4 minutes, bah, en fait, s'il y a des gens qui vont sur le site internet et qui voient la modification que 5 ou 10 ou 15 minutes après que j'ai fait la modification, c'est pas très grave en fait, on peut attendre. Donc ça veut dire que c'est une donnée qui peut être cachée. En revanche, si je prends ma table pour gérer les stocks, euh, je vais l'interroger à chaque fois que quelqu'un valide son panier. Bah, juste pour savoir qu'avant de lui faire payer, je vérifie il y a bien, que je suis pas en rupture de stock, quoi. Donc cette donnée-là, je préfère ne pas la cacher. Donc après, ça c'est à vous de voir. En principe, on voit avec le métier ce qu'on peut cacher, ce qu'on peut pas cacher. Enfin, c'est un juste milieu à trouver entre la performance et le besoin métier. Voilà. Après, en tant que professionnel de la donnée, on va se demander comment recharger ces caches. Donc il existe plein de façons de recharger les caches. Là, je vais parler de façons que j'ai rencontrées chez Criteo, de recharger les caches, ou même des solutions qui ont été envisagées. Euh, Par contre, il y a plein de façons de recharger les caches. Vraiment, on ne peut pas toutes les voir aujourd'hui. Et puis moi, en plus, j'ai une spécificité, c'est que j'ai de la réplication, donc ça rend les choses un petit peu plus complexes. On va commencer par la première, la plus simple. Euh, c'est une application en fait, toutes les 15 minutes, alors soit c'est l'application qui fait la requête, soit il y a une tâche en background qui va le faire. En gros, l'application, elle va aller interroger la base de données, par exemple, toutes les 15 minutes, et elle va aller lire le contenu de la table, le ramener en mémoire. Et puis, bah, quand les utilisateurs, eux, ils ont besoin d'une donnée, bah, ça, c'est rapide parce que on accède directement à la mémoire de l'application et on n'a plus besoin de se connecter à la base de données. Donc là, c'est assez rapide et c'est super facile à mettre en place pour un développeur. Il a juste besoin de stocker des données en mémoire. Donc ça, c'est facile. Par contre, bah, les inconvénients, c'est que on charge toutes les données. En gros, c'est l'équivalent d'un select étoile d'une table qu'on va mettre en données. Donc, ça fait ça prend des perfs sur le serveur de base de données, ça bouffe aussi de la mémoire côté application. Et puis en plus, il y a la notion de fraîcheur de données qui est importante parce que bah, là, comme on recharge toute la table, on ne peut pas se permettre de le faire toutes les 15 secondes ou toutes les minutes. Souvent, c'est 15 minutes, ça peut aller 30 minutes, 1 heure. Donc il y a la notion de fraîcheur de données à prendre en compte, quoi.
Et donc ça, on a beaucoup d'applications. Alors là, j'ai fait un schéma simplifié, hein, mais si on regardait vraiment le code de l'appli, c'est un peu plus complexe. Et bon, c'est un schéma simplifié d'une appli. On en retrouve chez Criteo des petites applis qui font ça. Ensuite, on peut avoir une solution un peu custom. Ça aussi, on l'a intégré. Imaginons qu'on ait une application A. Je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur de souris, mais bon, mon application A à droite, qui va mettre à jour des données dans la base de données. Et en même temps qu'elle met à jour les données, en fait, elle va mettre à jour une colonne date, donc, qui va contenir un timestamp, ou voilà, il va faire un get date pour dire cette ligne-là a été mise à jour. Et ensuite, l'application B. Donc là, imaginons que l'application A, c'est mon back-office pour gérer tous mes T, et mon application B, c'est mon site de vente en ligne de T. Mon application B, en fait, elle va se connecter à la base de données, et au lieu de faire un select étoile de ma table, elle va faire un select étoile de la table, where date supérieure à la dernière fois que j'ai fait la mise à jour, quoi. Donc là, on va récupérer un plus faible volume de données. Donc ça va alléger les performances de la base, ça va alléger aussi les performances de l'appli. On va pouvoir réduire, donc gagner plus de fraîcheur. Au lieu d'être toutes les 15 minutes, on sera toutes les minutes, par exemple. Euh, bon, par contre, c'est une solution custom pour chaque table. C'est-à-dire que j'ai une table, ça va, je mets une colonne date. Euh, Par contre, si j'ai 100 tables, euh, ça fait 100 colonnes date. Si en plus j'ai plusieurs applications qui viennent écrire, alors là ça veut dire qu'il faut que toutes les applications mettent la date, ou alors que je gère des triggers pour chacune des tables pour mettre la date. Donc c'est faisable, hein, mais bon, c'est des solutions custom, quoi. Et en plus, ça on l'a en prod, et on a déjà eu des soucis avec ça. Euh, En gros, ces trucs-là, on peut pas le faire fonctionner en permanence. On est obligé de faire des rechargements, comme on a vu un peu avant, réguliers, parce qu'en fait, nous, on a plus de 40 000 serveurs. Donc, je sais pas quelle est la part, mais par exemple, 20 000 serveurs applicatifs qui viennent se connecter aux bases de données. En fait, on a eu des problèmes de synchronisation d'horloge des serveurs. Et du coup, des fois, avec une heure qui est plus bonne sur le serveur, ça va pas recharger forcément le cache, ça va rater des lignes. Donc du coup, c'est un petit peu problématique. Après, pour une petite appli où il y a, normalement, ça fonctionne bien, mais ça fait du développement en plus, quoi. Alors ça, c'est une solution qu'on a évoquée chez Criteo, euh, qu'on n'a pas de mémoire en prod. En tout cas, on a des choses qui sont poquées actuellement. Euh, donc là, en fait, on a toujours une application qui va aller écrire les données dans la base de données. Et en même temps qu'elle écrit, elle va utiliser un système de messages, d'envoi de messages asynchrone. Donc nous, chez Criteo, ce serait par exemple du Kafka. Mais chez Microsoft, je pense que ça pourrait être du service broker. Bon, il y a tout un tas de technologies qui permettent d'envoyer des messages. Donc mon appli, elle met à jour la base de données et elle envoie un message aux autres applications pour dire, hey, j'ai mis à jour cette ligne. Donc l'application, si elle reçoit un message, elle va aller lire uniquement cette ligne dans la base de données. Euh, et sinon, tout le reste, ça ne fonctionne qu'avec du cache. Elle ne va jamais se connecter à la base de données, sauf si elle reçoit un message. Donc ça a plusieurs avantages. C'est que au niveau de la fraîcheur des données, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Parce qu'en gros, la latence, c'est juste l'envoi du message et puis aller récupérer. Donc ça peut être de l'ordre de quelques secondes. En plus, il n'y a pas d'adhérence sur le type de base de données, donc ça peut fonctionner avec du SQL Server, ça pourrait être du MariaDB, Postgre, enfin peu importe la base de données, en fait, c'est un truc qui fonctionne. Par contre, dans les inconvénients, c'est que ça introduit une nouvelle technologie. Donc nous, par exemple, du Kafka, bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà chez Criteo, mais c'est vrai que dans toutes les entreprises, il n'y a pas forcément des technos d'envoi de messages. Et puis surtout pour nous, l'inconvénient, c'est que ça ne fonctionne pas avec la réplication transactionnelle. Parce que quand l'application vient écrire ici, donc là, elle est sur le publisher, elle envoie le message, et
une fois que le message est envoyé, l'application B va venir lire la donnée, mais elle ne vient pas le lire sur le publisher. Elle va venir le lire sur un subscriber. Et en fait, bah, si le message est reçu avant que la donnée ait eu le temps de se répliquer, en fait, l'application, elle va venir lire des données qui n'ont pas encore été mises à jour. Donc avec la réplication transactionnelle, ça ne fonctionne pas. On a aussi, dans le même ordre d'idée, on peut avoir à peu près la même chose, sauf que l'application A met à jour les données. Et ici, si on a beaucoup d'applications B qui sont en parallèle, donc pas un pool de sites web par exemple, on pourrait élire une application qui serait comme un leader de cache et qui pourrait aller venir voir s'il y a eu des modifications dans la base de données. Et s'il y a eu des modifications, c'est elle qui enverrait le message à toutes les autres applications. C'est une autre possibilité qu'on a évoquée. On est en train de poker ce genre de choses. Mais sinon, ce simple schéma est très souvent utilisé pour des applications dans d'autres entreprises. Voilà. Et maintenant, on va voir comment est fait le change tracking. Donc, toujours la même chose, hein, mon application de back-office qui vient mettre à jour les données. Par contre, elle fait rien d'autre, hein. Elle fait genre un update dans une table, c'est tout ce qu'elle fait, donc on ne change pas le code de l'application là. C'est le moteur qui, lui, va versionner. Donc il va dire, tiens, il y a eu un update, donc je crée la version 1 et je note que telle ligne de telle table a été modifiée. Encore une mise à jour, donc on passe en version 2 et ainsi de suite en fait. Voilà. Il va stocker uniquement les PK, l'APK des tables, des lignes modifiées. Et donc l'application B, elle peut se connecter à la base de données et au lieu d'aller requêter directement la table, elle va aller requêter via une fonction. Donc on va la voir dans la démo, c'est juste après. Grâce à une fonction, elle va juste récupérer les lignes qui ont été mises à jour depuis la dernière fois qu'elle est venue. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une solution générique, hein. Ça fonctionne pareil pour toutes les bases de données. Euh, c'est beaucoup plus léger que le rechargement régulier. Vous savez, la première solution que j'ai montrée qui va recharger toutes les 15 minutes l'entièreté de la table. Et c'est plus frais aussi. Parce que là, on va récupérer que les lignes modifiées et du coup, on peut le recharger toutes les minutes ou toutes les X secondes. Et surtout pour nous, c'est plus fiable que le timestamp. Et en plus, ça ne modifie pas le modèle. On n'est pas obligé de rajouter une colonne date. Voilà, il n'y a pas de modification sur le schéma. Et les requêtes, on les modifie peu, parce qu'en fait, au lieu d'aller lire sur la table, on va utiliser une fonction, mais bon, la logique reste à peu près la même, quoi. Donc là, on va voir maintenant les démos. Je ne sais pas si vous voyez mon écran avec SSMS. On voit bien. Donc là, vous voyez, je suis sur un SQL Express, hein. Je vous disais que ça fonctionnait sur toutes les éditions. Donc je commence par créer une base de données, donc Change Tracking Demo. Je crée deux tables identiques, table démo 1, table démo 2, les mêmes colonnes. J'insère exactement les mêmes données dans les deux tables. En fait, je crée deux tables parce qu'on va voir que quand on dit qu'on active le change tracking sur une table, on a des options, donc c'est pour comparer les options. Voilà, donc là, j'ai des données dans mes tables, et ce que je vais faire, c'est que sur cette base de données, j'active le change tracking. Donc, activer le change tracking, c'est super simple, c'est juste une propriété. Il y a juste ces deux paramètres-là. C'est peut-être les deux points noirs de la solution, surtout le cleanup. On en reparlera après la démo, parce que le cleanup de ce truc-là, c'est un petit peu chiant. Donc ça, c'est le délai de rétention des changements dans les internal tables, et ça, c'est est-ce que les données sont cleanées ou non. Donc, ce que je vais faire, donc là, je vérifie, je vais voir dans une DMV Change Tracking Table pour voir la liste des tables qui sont traquées. Pour l'instant, il n'y a rien, forcément.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le change tracking pour les deux tables. La seule différence, c'est que sur la première, j'ai le track columns updated à on et l'autre, je l'ai à off. Alors, on va voir après quelle est la différence. Et nous, chez Criteo, on n'a pas prévu de l'utiliser, donc on le met à off. Si je retourne voir dans ma DMV, je vois bien que j'ai mes deux tables qui sont versionnées. Et donc celle-ci a bien le column updated on. Ok. Donc je regarde les données que j'ai dans mes tables. Donc j'ai la même chose exactement. J'ai 3 lignes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer le hello dans ces deux tables par bonjour. Voilà. Donc là, vous noterez que j'ai fait 2 updates, mais en fait, il m'a mis 4 rows affected. Ça, c'est parce que le change tracking est activé, en fait. Et maintenant, bah, je vais aller regarder. Donc, si je regarde les données, voilà, on voit que ça a changé. Mais bon, on le sait parce qu'on vient de le faire. Mais en gros, on a des fonctions qui permettent de récupérer les changements pour une table depuis une version. Donc là, par exemple, je vais exécuter ça pour récupérer les changements. Donc j'ai mis cet exemple qui est super chiant, parce qu'en fait, il faut forcément mettre un alias sur une fonction change table. Voilà. Mais là, je vais le rejouer à l'identique avec un alias. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, on a la version 1 qui a été créée. Bah, ça, la version 1 qui a été créée, c'est quand j'ai fait mon premier update sur table démo 1. On voit bien qu'il y a eu un update, parce qu'on a un U. Les change columns, on voit après. Et donc ici, on va voir le contenu de l'APK. Donc là, on a notre PK sur la colonne ID, hein, qu'on a ici. On a l'APK sur ID. Donc ici, on a bien notre ID2. Et donc la différence entre les deux tables, c'est que ici on a un masque qui permet de savoir quelle est la colonne qui a été modifiée. Et donc quand une application va venir jouer cette requête, bah, dans ce cas-là, elle va juste savoir que l'ID2 de cette table a été modifié, alors que là, elle va savoir que telle colonne de l'ID2 a été modifiée. Donc si vous voulez creuser un petit peu plus ce truc-là, moi je ne l'utilise pas, mais ça s'appelle le change tracking isColon in mask. J'ai mis le lien ici. De toute façon, le script sera disponible après, hein, je le mettrai en ligne. Voilà. Donc c'est pas mal, par exemple, si on veut dire je ne veux prendre que les lignes qui ont été modifiées pour cette colonne-là. Nous, on n'utilise pas ce genre de choses. Donc là, je vais rechanger, je vais mettre good morning au lieu de bonjour, je crois. Donc je récupère à nouveau les changements. Et donc là, je vois qu'il m'a créé une version 3, une version 4. Ah oui, donc les numéros de version, c'est pas propre à une table. Le numéro de version, il est propre à une base de données. Parce que là, je change des données dans deux tables et on voit bien qu'il incrémente. On n'est pas en version 1 et 2 et puis 1 et 2. On est vraiment en 3 et 4. Voilà, donc là, je vois qu'il y a un update. Je fais pareil, je supprime la ligne 3. Je regarde à nouveau. Donc là, je vois que bah, la ligne 2 a été mise à jour, la ligne 3 a été supprimée. D pour delete, pour ceux qui ne sont pas bilingues comme moi. Et donc maintenant, on va voir comment les applications vont l'utiliser. Si je reprends le slide où je disais qu'on rechargeait les données toutes les 15 minutes, ben en fait, l'application, toutes les 15 minutes, ça revient à faire ça, quoi. Un select étoile from ma table. Bon, là, il n'y a que 2 lignes, c'est super rapide, mais quand on a des millions et des millions de lignes, ça peut vraiment être problématique. Alors que là, avec cette solution, ben en fait, quand une application va démarrer, donc qu'elle a son cache qui est vide, en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler cette première fonction, le change tracking current version, et il va lui dire, on est à l'ID 6. On est à la version 6. D'accord?
Donc lui, la première fois, il va aller charger toute la table. Exactement pareil. Par contre, la fois d'après, comme il avait joué ce truc-là et qu'il avait conservé en mémoire l'ID 6, la version 6, eh bien en fait, il va pouvoir faire un select sur la table et filtrer uniquement sur les lignes qui ont été modifiées. Et bien sûr, il récupère le version, le current version pour la prochaine fois qu'il va venir. Et donc là, bah en fait, on voit qu'on est toujours à la version 6. Par contre, il n'y a pas encore eu de modification. Donc là, je vais refaire une modif. Donc je mets à jour l'ID 1. OK. Et je joue encore les modifications. Donc là, je vois qu'on est passé à la version 7. Et surtout, il me retourne uniquement la ligne qui a été modifiée. Donc voilà, c'est le fonctionnement du change tracking. Donc c'est relativement simple, c'est-à-dire que pour une application qui existe déjà, on passe de cette requête à cette requête. Donc en termes de changement pour une appli, il n'y a pas énormément de choses. Et puis oui, il faut stocker quand même en quelle version on est. Bon, ça devrait pas être bien complexe. Donc j'avais des bonus, je sais pas quelle heure il est. Bon, on a encore du temps. Ouais. Donc 13-20 c'est dans... minutes. Ouais, ouais. Dans le cas, bah, même peut-être un peu plus qu'on a commencé tard. Oui, oui, oui. Oui. Dans le cas où j'ai une colonne, une table qui a une PK composite. Donc là, par exemple, sur deux colonnes, ID et name, donc je crée la table, j'active le change tracking pour cette table. Si je regarde la fonction change table, elle me renvoie toujours les mêmes colonnes, mais elle renvoie bien les deux colonnes de PK. Voilà. Donc ça s'adapte en fonction des PK de la table. Le schéma est adapté. Donc après, bah, quelques vues sympas si vous voulez diagnostiquer, enfin rechercher la configuration. Donc là, par exemple, je vois que ma table Change Tracking Demo est bien activée. Euh, on peut voir les périodes de rétention, on peut voir si le cleanup est activé. Enfin, ça, je pense que vous le retrouvez dans l'interface graphique, hein, de toute façon. Euh, on peut aller voir aussi les internal tables pour voir où sont stockées les données, les données du change tracking. Voilà. Donc on voit que bah, pour table démo 1, bah, on a cette internal table qui est créée. Et donc un truc intéressant pour les DBA, donc ça, j'ai rien inventé, j'ai fait un copier-coller d'un truc que j'ai trouvé sur un forum pour vous le montrer. Mais c'est un truc qui est assez intéressant parce que ça permet de trouver la taille qui est prise sur les disques pour le change tracking. Donc là, par exemple, je vais créer une nouvelle table encore et je vais insérer, j'ai activé le change tracking dessus, je vais insérer plein de données, un peu comme un bourrin. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je crois que ça prend 1 minute. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est stocké dans le primary ou tu le mets dans un file group différent? Alors ça, bonne question, je vais pas regarder. Bah là, en l'occurrence, c'est dans le primary, puisque j'ai que ça. Bon, j'ai créé une base, sachant que la création de ma base se limite à ça. J'imagine que c'est dans le primary. Euh, je pense que ça doit être déplaçable, je sais pas. C'est une bonne question, je sais pas du tout. Bah, nous, ce qu'on fait en principe, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que on laisse toutes les données dans le primary et on déplace uniquement les blobs dans un truc secondaire. Mais sinon, on met tout dans le primary. On n'a pas ce degré d'optimisation, mais c'est lié aussi à la configuration de nos serveurs physiques et des disques. Bon, c'est un peu long là. En plus, j'ai l'impression que... Bon,
je vais l'arrêter. De toute façon, il a déjà dû insérer pas mal de données. Si je vais regarder la taille, donc on voit que table démo 4, donc il n'y a que 238 lignes, hein. Ouais, par contre, ouais, il n'a pas inséré encore suffisamment de données pour qu'on se rende compte que le truc prend plusieurs mégas. Mais enfin bon, ça fonctionne, hein. Je l'ai déjà testé, là c'est l'effet démo. Qui est un peu trop long. Je crois que mon PC, j'ai entendu le ventilateur de mon PC se mettre à souffler, donc voilà. Donc pour la première démo, on est OK. Hop. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Euh, Parce que bah, forcément, si on active une feature, le DBA, bah, il se demande toujours ce qui va en être pour les performances. Et alors, nous, ce truc-là, il n'est pas encore en production. Il est au stade du POC. Par contre, on a déjà quand même des chiffres qui sont... voilà, on a fait quand même des tests assez avancés, donc on sait qu'il y a des cas où on gagne clairement des choses et d'autres où au contraire ça plombe les perfs. Euh, mais dans le cas où on a une table qui est de bonne, enfin une table avec pas mal de lignes et qui a un faible pourcentage qui est de lignes qui sont mises à jour, alors là, les performances en lecture, on gagne énormément. Euh, C'est-à-dire que les applications, elles vont pouvoir récupérer uniquement quelques dizaines de lignes à chaque fois qu'elles viennent, plutôt que de bourriner le serveur. Parce que nous, on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'applications frontales sur les bases de données. Donc, une appli qui fait un select étoile, ça va. Quand on en a 1000 en même temps, ça commence à être un peu lourd, quoi. Donc là, bah, ils viennent récupérer une toute petite partie des données. Donc, on gagne énormément en lecture. Les applications aussi. Du coup, même pour certaines bases de données, on pourrait carrément réduire le nombre de serveurs qui sont répliqués, le nombre de bases qui sont répliquées. Donc, on gagnerait pas mal au niveau des licences. Euh, donc ça, c'est vraiment cool en termes de performance sur les lectures et on améliore énormément le cache. Donc, on est vachement plus frais et on a des sacrés gains. Par contre, si on active la fonctionnalité sur des tables OLTP qui sont vraiment sollicitées, là on va pénaliser les écritures. C'est-à-dire, bah, enfin, ça vous vous en doutez. Bah, d'ailleurs, on l'a vu dans la démo, quand on fait un insert, on voit qu'il y a one row affected et one row affected. Donc en gros, il écrit deux fois. Parce qu'en fait, il va aller mettre à jour la donnée comme c'était le cas avant, et il va aller aussi écrire dans l'internal table. Donc on écrit deux fois. Ouais, c'est pas terrible. Et puis dans les tables qui sont fortement écrites aussi, bah, par exemple, si j'ai un job qui vient réécrire ou updater 80% de ma table, bah, quand les applications vont venir récupérer le change table, bah, il va récupérer en fait 80% de la table aussi. Donc, du coup, quel est l'intérêt par rapport à un rechargement de cache normal comme on faisait avant? Pas vraiment, quoi. Le truc bien quand même, c'est qu'avec le change tracking, c'est un truc qui est activé au niveau de la base de données, mais on peut dire, bah, euh, cette table-là, on l'active et celle-ci, on ne l'active pas, quoi. Bon, par contre, le gros problème, le problème majeur, c'est le cleanup. Donc, le cleanup, c'est une boîte noire. Donc c'est cool, hein, c'est géré automatiquement, mais en fait le côté automatique, c'est vraiment problématique en fonction des workloads. Alors j'ai trouvé plein de scripts sur Internet qui permettent d'appeler, de cleaner manuellement, mais franchement c'est pas très recommandé de le faire, hein. Je crois même que Microsoft ne le supporte pas. Par contre, ouais, en gros, le seul levier qu'on a, c'est l'auto-cleanup on ou off. Donc, si vous travaillez la journée et que l'entreprise est fermée la nuit, bah, vous pouvez le mettre off la journée et on la nuit. Donc ça, c'est cool. Par contre, bah, si ça reste, si vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bah, en fait, vous êtes obligé de le laisser à on. Et voilà. Mais si on le met à off, on a moyen d'appeler la procédure qui fait le clean, mais en fait, elle fait un clean par batch et on n'a aucun moyen de décider la taille des batchs. Donc ça, euh,
j'ai discuté avec des gens d'autres sociétés qui l'ont déjà mis en production et qui ont vraiment galéré avec des locks. Vraiment, l'outil de clean est vraiment problématique. Donc maintenant, la question, c'est, bah ouais, cool, on a vu le change tracking, est-ce qu'on doit le choisir pour recharger les caches? Bah ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et en fait, je pense que la meilleure stratégie, c'est une stratégie hybride. C'est, en fait, je pense qu'il faut mélanger un petit peu toutes les méthodes de gérer le cache. Il faut en avoir plusieurs en fonction de plusieurs questions auxquelles il faut répondre. Bah déjà, c'est est-ce que ma donnée peut être cachée? Ça, c'est une des premières questions à se poser. Si j'ai besoin de données qui est si je peux pas me permettre de faire de dirty read, par exemple, bah, du coup, ça veut dire que je peux pas cacher cette donnée. Ensuite, il faut savoir, c'est est-ce que ma table est fortement écrite? Ce que je disais tout à l'heure, si on écrit toutes les 30 minutes 80% de la table, bah, peut-être que la meilleure stratégie, ce serait de recharger toutes les 30 minutes le cache, entièrement. Par contre, si on veut charger uniquement, si on n'a que quelques modifications, bah là, le chunk tracking, il est vachement efficace, quoi. Il y a une autre question à se poser, c'est quel est le délai maximum de fraîcheur? Parce que effectivement, si on a besoin d'un délai de fraîcheur à 1 heure, peut-être que ça vaut pas le coup de s'embêter avec le change tracking. Mais quand même, alors nous, on a plein de galères sur le change tracking, je vais en parler après, liées à la réplication, mais ça va nous obliger à surmonter plein de difficultés, mais quand même, on sait qu'on peut gagner clairement énormément sur les applications qui viennent. Et c'est surtout là où on a besoin de performance. Une autre question, donc ça, ce truc-là, je ne l'ai pas encore testé en prod. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est vraiment à l'heure du POC. J'ai discuté avec des gens, ils disent que quand il y a des releases, bah, ça peut être parfois problématique. Donc des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils désactivent le change tracking pour faire une release et ils réactivent après. Par contre, ça veut dire que les applications doivent être suffisamment intelligentes pour dire s'il y a du change tracking, je recharge mon cache de cette façon. S'il n'y a pas de change tracking, je switch sur une autre solution. Voilà. Par contre, ouais, donc les changements de schéma, j'ai pas testé en prod. Par contre, j'ai fait quand même pas mal de tests. Et par exemple, des trucs rigolos, c'est que bah, on peut considérer que quand on ajoute une colonne dans une table et qu'on lui met nul, bon là, clairement, on fait que ajouter une nouvelle colonne, donc ça change pas les données. Par contre, sur la deuxième ligne, où je rajoute une colonne qui est note nulle, par contre, je lui mets une valeur par défaut à 1. Et ben en fait, ce truc-là, il apparaît pas dans le chain tracking. Donc pour moi, c'est un changement de données, mais le chain tracking ne le voit pas parce qu'on est dans une DDL et pas dans un DML. Donc ça, c'est les releases de schéma, c'est une problématique, je pense. Surtout pour nous, je vais vous montrer le prochain slide, on va peut-être comprendre un peu mieux. Voilà, parce que nous, alors ça c'est vraiment du bonus. Si vous n'utilisez pas la réplication, bah, vous n'aurez pas ces problématiques-là. Nous, avec la réplication, on galère parce que bah déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on l'a activé, on a activé le change tracking sur le publisher, puisque c'est là où sont les écritures. Et en fait, après, on s'est dit, mais comment les versions peuvent être répliquées? Bon, bah, en fait, on ne peut pas. On ne peut pas parce que les internal tables ne peuvent pas être répliqués, tout simplement. Donc, bah, en fait, pardon. En fait, on a ensuite pensé, on s'est dit, bah, en fait, comme les lectures sont faites ici et que les mises à jour, elles viennent au travers de la réplication, en fait, on pourrait activer le change tracking sur tous nos subscribers. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que si j'active le lundi ce serveur-là et sur ce serveur-là et le mardi sur ce serveur-là, eh ben en fait, ils n'auront pas du tout les mêmes numéros de version. Lui, il aura commencé le lundi à 1 et le mardi, il sera peut-être à 1000, alors que lui, le mardi, il sera à 1. Et donc une application qui va venir lire les données ici, puis ici, en fait, elle ne va pas réussir
à retrouver ces petits. Donc, une des solutions auxquelles on a pensé, c'est de se dire, bah, une application, une fois qu'elle a sa chaîne de connexion, elle va rester stickée à un serveur, et si elle doit changer de serveur, ben, du coup, il faut recharger le cache en entier, et puis recommencer, quoi. Sauf qu'en fait, hop, pardon. Nous, les subscribers, on les sort de la prod au moins minimum une fois par jour. Et souvent, c'est plus. Et les applications, elles changent de chaîne de connexion en moyenne toutes les 15 minutes. On a un système de discovery qui advertise les bases de données. Donc toutes les 15 minutes, ils peuvent changer voilà, de chaîne de connexion. Donc c'est une solution qui est vraiment complexe. Si toutes les 15 minutes ou même une fois par jour, il doit recharger tout son cache, ça peut être lourd, quoi. Du coup, là, on est en train de poker deux solutions. Donc la première, c'est celle que je préfère, parce que ce serait la plus propre. Nous, on a une spécificité sur la réplication, c'est que au lieu d'initialiser la réplication au travers de snapshot ou de DML ou d'autres façons, nous, on les réinitialise via des backup restore. C'est-à-dire que j'ai mon publisher, je fais un backup, je le restaure ici et j'initialise. Donc, pour la faire simple. Pareil ici, je fais un backup, je le restaure, j'initialise. Et donc, ce qui est cool avec le backup restore, bah, c'est qu'on retrouve les internal tables qui sont restaurés également. Et en plus, avec la réplication transactionnelle, on conserve l'ordre d'exécution des requêtes. Donc, donc, on va retrouver les mêmes versions partout. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. C'est la solution que j'aimerais mettre en place en prod. En revanche, on a quand même des cas où c'est compliqué, et là, on est en train de se creuser la tête pour essayer de trouver des solutions. C'est que quand on a une table existante sur le publisher, mais qui n'a pas encore le change tracking activé, donc on va activer le change tracking, et en fait, le change tracking n'étant pas répliqué, on ne le retrouvera pas sur les subscribers. La seule façon pour retrouver ça sur les subscribers, ce serait de réinitialiser entièrement la réplication. En sachant que nous, pour une base, enfin, nous, des releases, on en fait tous les jours, donc potentiellement tous les jours, on peut ajouter des trucs. Et des subscribers, sur les grosses bases, on peut aller jusqu'à 100 subscribers. Donc réinitialiser ça dans le monde entier avec les délais, enfin, ouais, il faut la journée pour tout réinitialiser, donc c'est vachement problématique. Sinon, on a pensé à une autre solution. Donc ça nécessite un peu de dev. Et puis, franchement, c'est quelque chose qui me plaît pas énormément. C'est vraiment du custom. Je pense qu'on aurait plein de problématiques à gérer comme ça. En gros, ce serait euh, bah, quand il y a des écritures sur le publisher, donc on a vu, on écrit dans une table, le moteur se charge d'aller écrire dans l'internal tables, et nous, en fait, on pourrait rajouter un job qui va aller lire ces internal tables et qui va aller écrire ces données dans une vraie table qui, elle, serait répliquée. Donc ça pose un problème déjà, c'est que bah, du coup, on est obligé de faire du custom. Peut-être qu'on ne gère pas tous les cas. En plus, bah, ça veut dire que sans le change tracking, une écriture, on n'écrivait qu'une fois. Là, avec le change tracking plus ce job, pour un update, on écrit 3 fois. Donc c'est quand même quelque chose qui est vachement plus lourd sur le publisher. Et puis après, la question se pose, c'est est-ce qu'on fait une table pour chacune des tables qui ont du tracking? Et là, alors là, ça demande de faire, bah, à chaque fois qu'on veut activer le chain tracking sur une table, on est obligé de créer une deuxième table qui va contenir tous ces trucs-là. Donc c'est lourd. Ou sinon, on a pensé à une solution générique. Et donc ça, c'était le démo bonus que j'avais fait. Je vais vous le montrer. Donc, c'est c'est quelque chose. Je pense pas qu'on aille en prod avec ça parce que c'est trop contraignant, je pense. Par contre, c'est bah là dans le cadre de la démo, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va voir on va voir des fonctions du chain tracking. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer dans ma base de données chain tracking démo, je vais créer une table qui s'appelle chain tracking version.
dans laquelle voilà, j'ai juste une colonne, j'ai le version ID, c'est un big int, et je vais créer une table change tracking history. Hop. Donc dans change tracking history, voilà, en plus j'ai créé un index un peu foireux, on peut faire attention à ça. C'est pas une bonne idée. Donc dans le change tracking history, ce que je vais retrouver, je vais retrouver un ID qui est auto-incrémenté, ça peu importe. C'est parce qu'on a besoin d'avoir une PK pour la réplication, donc voilà, je crée une clé technique. On va retrouver le nom de la table qui va être modifié, et toutes les colonnes du change tracking, plus l'APK, et puis un date time pour savoir quand est-ce qu'on a fait la mise à jour. Ok. Et donc ensuite, on va avoir une grosse procédure stockée. Donc je vais vous la faire courte. Donc ce que ça fait, donc là l'idée ce serait de jouer ce job-là toutes les minutes par exemple. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer la version courante. Et ensuite on va faire un curseur sur toutes les tables qui sont dans le change tracking. Et donc pour chacune des tables, voilà, c'est là où c'était rigolo, hein, parce que je suis obligé de faire des trucs vraiment que j'adore faire en SQL, avec du string aggregate et des within group. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais récupérer la liste des colonnes des PK. Et ensuite, pour chacune des tables, je vais donc générer une requête dynamique qui va me permettre de récupérer la liste des changements de ces tables, et je vais insérer le résultat dans Change Tracking History. Et à la fin, je mets à jour la version. Ok. Et puis, tout à la fin, ouais, parce que bon, quand on insère tout le temps dans un job une table, il faut penser à supprimer les vieilles données. Donc à la fin, je fais un clean. Donc ça, je vais créer cette procédure stockée. Encore une fois, hein, ce truc-là, c'est rigolo parce qu'il y a du code qui était marrant à faire. Ce genre de truc, très sincèrement, je vous recommande pas de le faire. C'est vraiment tiré par les cheveux et c'est propre à notre use case. Mais bon, c'est quand même c'est quand même sympa de voir toutes les fonctions du change tracking pour voir comment ça fonctionne. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre à jour mes deux tables, table démo 1, table démo 2. J'exécute la procédure stockée. Donc la procédure stockée, donc on a vu ce qu'elle allait faire, c'est qu'elle allait regarder les changements qui ont été faits dans ces deux tables. Et maintenant, je vais regarder ce qu'on a dans les deux tables qu'on vient de créer, les deux tables custom. Donc dans le change tracking version, on est à la version 247. Et dans le change tracking history, on n'a rien du tout. Pourquoi on n'a rien du tout? Peut-être que j'ai pas fait correctement. Pourtant, j'avais peut-être pas joué les deux updates en fait. Je pense que c'était ça. Donc là, du coup, voilà, donc là, ça a fonctionné. J'ai joué ça et maintenant, quand je vais regarder dans le tracking history, donc je vois que dans table démo 1, table démo 2, on a eu deux updates, les deux sur la PK, sur l'ID 2, et on retrouve le timestamp. Voilà. Et donc, du coup, cette table-là, et cette table, ouais, et celle-ci, en fait, on est capable de les répliquer, et donc ce seraient ces tables-là qui seraient lues par les applications. Voilà. Encore une fois, là, c'est l'exemple un peu tiré par les cheveux qui permet de dealer avec la réplication. Donc ça fonctionne, hein. On l'a poké, ça fonctionne très bien. On a vraiment des très très gros gains de performance sur les applications en lecture. Nous chez Criteo, c'est vraiment les lectures qui sont problématiques. Pas tellement, à part pour certaines bases, mais sinon les écritures, ça va. Donc on peut se permettre de faire ce genre de choses. Euh,
Donc voilà, on a des sacrés gains. Je pense qu'on pourrait vraiment économiser beaucoup de licences et donc beaucoup de serveurs, donc aussi beaucoup de boulot. Par contre, très clairement, je préférais quand même avoir la solution qui fonctionne naturellement dans la réplication. Hop. On arrive à la fin de la session. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Pensez à prendre 2 minutes pour évaluer la session. Alors peut-être que David, je ne sais pas si David est revenu. Oui, je suis revenu, Il est oui. revenu, oui. J'étais allé dans le cloud, donc je me suis perdu. Ouais, donc je sais pas si tu as Donc encore du des coup, choses à dire. Peut-être que tu peux euh, remontrer la vidéo des sponsors. Je sais pas oui, si... bien sûr. Alors je vais essayer. Alors là, je pourrais pas la montrer malheureusement tout de suite. Je la montrerai. On essaiera de la montrer. Je vais voir avec Christophe comment on peut faire, parce que j'ai switché de PC Bon, sinon, ce que rapidement. vous pouvez faire, c'est aller voir d'autres sessions. Vous retrouverez les autres vidéos, je pense. Ce sera les Oui, mêmes. oui, tout à fait. Donc voilà, parce que je sais pas quand est-ce que ça a coupé, si ça a coupé pendant la vidéo ou pas. Au tout début de la vidéo, je pense, quand D'accord. tu l'as lancé. Ok, ok, ça En marche. tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici. Bon, je suis pas trop dispo cet après-midi, mais j'essaierai d'y répondre. Ou sinon, bah, sur Twitter ou LinkedIn, vous me trouverez facilement. D'accord. Donc je vois pas d'autres questions dans le chat. Si certains ont des questions, ils peuvent prendre tout simplement poser la question directement au micro, c'est pas un souci. Sinon, en quel cas, on va arrêter là. En tout cas, merci hein, Grégory, c'était une super session. C'est vrai que Merci, j'espère que ça vous a plu. c'est assez intéressant. Des questions peut-être? Il y a quelqu'un qui voulait parler? Non, moi je disais juste merci. D'accord, ok. Ok, donc ouais. Donc voilà, merci à toi Grégory. Ouais, et Merci aussi aux puis, participants. n'hésitez pas vraiment à venir en reparler ou même à me Oui, soumettre d'autres idées parce que c'est un truc vraiment là, dans mon équipe, c'est un truc sur lequel on est super chaud parce que on peut vraiment avoir des sacrés gains de performance et ouais, si vous avez d'autres idées à soumettre, bon, on est très c'est heureux vrai. de les poker. C'est vrai que sur 12, au niveau des rechargements de cache, c'est vrai qu'ils veulent pas passer trop par la couche SQL Server ou des données, ils veulent rester assez indépendants. Donc c'est vrai pour le moment, on n'arrive pas forcément à aller à ce genre de niveau-là. Mais bon, peut-être pourquoi pas un jour, mais bon, c'est vrai que Ah, tout dépend de la après, philosophie. ouais, bah, on a bah, tout à l'heure quand j'ai parlé de la solution avec les messages, Hmm, c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien, qui est vraiment poké avec beaucoup d'intérêt aussi, et surtout en nommant un leader de cache. Donc, par exemple, si on a 1000 applications qui viennent lire, 1000 applications identiques qui viennent lire la donnée, en fait, il y en aurait une qui viendrait lire le cache et qui enverrait des messages Kafka à toutes les autres. d'accord. Voilà, ça c'est une possibilité. Après, c'est vrai que nous, avec la réplication, bah, ça complexifie tout, quoi. Ouais, oui, oui, c'est vrai que toi, tu as un autre problème aussi, c'est la réplication. Ok, donc écoutez, merci à tout le monde, merci à toi Grégory, et puis on se retrouve tout à l'heure à 14h si vous êtes là pour d'autres sessions. Voilà, La tienne, je crois. ouais, la mienne, ouais, donc voilà, bon, comme toi, je fais pas de pub, voilà. Donc voilà, merci beaucoup, allez à tout à l'heure, bon appétit. Merci à tous, bonne journée. À plus.